Compte complet extra est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été. Avec votre équipe à l'animation, Alain Usereau et Mark Griffin. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Bienvenue à Compte complet extra et aujourd'hui, c'est un extra receveur. On va essayer de décortiquer cette position de receveur qui fait jaser beaucoup depuis quelques temps. Évidemment, le fameux genou au sol a peut-être créé un peu ce compte complet. Puis on va en jaser avec deux experts. Aujourd'hui, on reçoit premièrement Josue Pele. Josue qui a joué dans l'organisation et des Pirates de Pittsburgh, des Red Sox de Boston, également membre des Capitals de Québec pendant plusieurs années. Salut Josue! Bonjour, bonjour. Oui, Josue, qu'on connaît bien aussi sur les ondes de RDS. Et on reçoit aussi Olivier Lépine. Olivier qui est toujours dans le baseball parce que c'est le grand Manitou de B45. C'est lui qui fabrique ces fameux bâtons-là pratiquement. Mais Olivier est un ancien receveur aussi, qui a joué dans l'organisation des Marlins, qui étaient les Marlins de la Floride à l'époque. Et évidemment, plusieurs années aussi avec les Capitals de Québec. Salut Olivier! Salut Marc, salut Josue, ça va bien? Bonjour, bonjour. Ouais, ça va super bien les gars. Écoute, c'est le fun de vous avoir parce que s'il y a une position au baseball, je trouve qu'il a vraiment évolué, changé. Est-ce que c'est pour le mieux ou pas? On en discutera, mais tu sais, on parle de la façon dont on cadrait les tirs, les fameux frames, là, pour utiliser l'expression anglophone. Alors qu'avant, on avait l'impression qu'on ramenait le gant, puis que là, le gant était en avant, puis là, les receveurs, on a l'impression que le gant, il est plus près du corps, puis après ça, tu avais la zone de prise électronique, puis après ça, tu as le genou au sol. On va essayer de décortiquer ça. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais commencer par Josue. Est-ce que tu es d'accord avec moi que depuis 10 à 15 ans, c'est une position qui semble avoir beaucoup changé par rapport à ce qu'on faisait à l'époque par rapport à aujourd'hui? Absolument. Je pense qu'on ne se le cachera pas. L'arrivée des statistiques avancées est venue un petit peu chambouler la position de receveur parce que elle est tellement importante. Je veux dire, toutes les lancers, le receveur est impliqué. Donc, on a tellement de statistiques, on a tellement de données pour venir justement là, essayer d'améliorer cette position-là que je crois que le fameux là, framer, cadrer le lancer est devenu mais tellement, tellement important pour les équipes, pour les lanceurs que, comme tu l'as si bien dit, là, je pense que la position, selon moi, elle a changé. Elle n'a pas nécessairement évolué. Selon moi, elle a vraiment beaucoup changé. Encore une fois, je pense qu'on va débattre un petit peu là, sur est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce que ça t'aide ou pas. On en parlera là, justement. Olivier, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu trouves que ça a vraiment changé, pour employer l'expression de Josue? Écoute, tu as dit les 10 dernières années, mais je veux dire, avant, je me rappelle, le moins bon joueur en défensive, on le mettait receveur souvent, tu sais, dans le temps. Après ça, on s'est rendu compte que, non, le receveur a une importance justement avec le lanceur, parce que en tout cas, on disait tout le temps qu'un bon receveur peut transformer un lanceur moyen en bon lanceur s'il sait bien le diriger, ça fait comme ça. L'inverse, un bon lanceur ne fera jamais d'un receveur moyen un bon receveur. Et je dirais quoi, les 4-5 dernières années, avec la venue du genou au sol, puis le nouveau cadrage de lancer, oui, je trouve que là, ça a encore pris une coche de plus, à savoir si c'est bon ou pas. Ben, comme disait Josue, on va en débattre. Bon, mais justement, tu as parlé du genou au sol. On va commencer avec ça, les gars. Qu'est-ce qui a créé, Olivier, je vais commencer par toi cette fois-ci. Qu'est-ce qui a créé le genou au sol? Est-ce que c'est... Parce que bon, il y a plusieurs raisons qu'on entend. Évidemment, on est plus bas, semble-t-il. Est-ce que c'est moins difficile pour les genoux? Bon, c'est quoi la raison principale du genou au sol? Écoute, je pense que je suis un peu bien placé pour en parler avec mes 3 opérations au genou, mais je pense que justement, le genou au sol est venu du fait que
les receveurs, leur carrière était plus courte parce que justement, c'était taxant pour les genoux. En mettant un genou au sol, on a l'impression de reposer un genou ou l'autre parce que des fois, on voit le receveur alterne avec son genou au sol. D'après moi, si on prend strictement professionnel, ben ça rallonge la carrière de peut-être un receveur de 2-3 ans, puis au salaire que les joueurs font, ben c'est peut-être intéressant de jouer 3-4 ans de plus. Après aussi, si ça peut éviter des opérations ou des blessures sérieuses quand les joueurs sont rendus dans la quarantaine ou cinquantaine, d'après moi, c'est de là que ça vient. Parce que, en tout cas, moi, je suis peut-être une vieille mentalité, mais un receveur, pour moi, c'était quelqu'un qui dictait un peu le tempo d'une partie. Puis j'aime ça quand un receveur est énergique, dynamique derrière le marbre, puis il a l'impression qu'il dit à son lanceur, regarde, envoie-moi n'importe quoi, je suis là pour toi, on travaille ensemble. Fait que, d'après moi, le genou au sol vient vraiment du fait qu'on veut reposer les genoux du receveur. Au jouer, genou au sol, moi, des fois, ça me fait titiller que de voir un coureur au troisième, puis le gars a quand même le genou au sol, alors que, tu sais, on sait, bon, est-ce qu'on bloque la balle? Est-ce que c'est aussi efficace le genou au sol de bloquer une balle que pas de genou au sol? Comment tu décortiques ça, toi? Ben, écoute, selon moi, c'est de quoi qui est très différent d'un côté à l'autre, mais ça vient un petit peu là, jouer dans la façon dont nos jeunes vont venir être receveurs. Où je veux en amener, c'est que dans les majeurs, normalement, là, je vais aller dans normalement, les gars savent où est-ce que la balle s'en va ou presque. Donc, surtout les lanceurs partants, c'est des gars qui lancent pas beaucoup de buts sur balle, que même lorsqu'ils lancent des balles au sol, c'est des balles qui sont juste proches des receveurs ou est-ce qu'ils sont capables de venir les bloquer. Moi, Marc, où est-ce que ça vient me déranger beaucoup, puis je l'ai fait un coupe de match là, à RDS, justement, pendant les séries, où est-ce qu'il y a des matchs qui ont fini 3-2, 4-3, puis c'est des balles, ben, je vais dire des wild pitch, là, des mauvais lancers, mais pour moi, c'est des balles passées, parce que c'est des balles qui sont pas trop loin à gauche ou à droite, mais c'est surtout avec les releveurs de nos jours qui sont capables de lancer des balles glissantes à 93, 94 000 à l'heure, puis qui, des fois, ils vont les manquer. Donc, le receveur avec un genou au sol n'a pas vraiment le temps ou l'habilité athlétique pour venir aller bloquer cette balle-là à gauche ou à droite. Donc, ça vient créer des points. Puis des fois, c'est juste avec un gros premier but. Où est-ce que justement, le genou au sol, balle un petit peu à droite, bloque pas la balle, le gars se rend aux deux, le lancer d'après, c'est un coup sûr et on a un point. Donc, plus facile de venir fabriquer des points. Alors pour moi, c'est certain que ça vient du côté, encore une fois, des statistiques avancées, où est-ce que avec un genou au sol, ben certainement que c'est plus facile de venir attraper la balle qui est au sol ou qui est proche du sol. Ainsi, l'arbitre, là, en arrière du marbre, ne peut pas voir la balle. Tu sais, c'est très difficile pour lui de voir la balle là, qui est montée vers des receveurs. Donc, c'est certain que pour moi, là, encore une fois, je vais le dire très ouvertement, ça fait pas de sens pour moi d'avoir un coureur au troisième but avec je sais pas moi, un Chapman qui lance, qui est capable de venir lancer une balle glissante à terre, pas proche et donner un point comme ça. Pour moi, c'est très difficile à comprendre. Par contre, d'un autre côté, comme Oli l'a super bien dit, là, écoute, je le fais moi, là. Maintenant, lorsque je joue, je mets un genou au sol. Par contre, je mets pas de genou au sol avec des gars c'est buts ou avec un gars au 3. Ça, c'est différent, ni à deux prises. Mais je le fais lorsqu'il y a personne sur les buts. Et c'est de quoi qu'on dit que c'est nouveau, mais en même temps, tu sais, si on se rappelle, là, surtout toi, Marc et Oli, là, Benito Santiago, qui était le premier, je pense qu'il était quasiment couché à terre lorsqu'il a attrapé ses balles. On disait rien, on le trouvait différent, on le trouvait un peu... Ouais, qui flashait. C'est ça. Donc, c'est certain que oui, c'est pas nouveau. Il y a quelqu'un qui le faisait. Puis, je vais même dire une petite anecdote. Là. Russell Martin, là, lorsqu'il a commencé avec les Blue Jays, c'était un des seuls qui mettait un genou au sol. Si on s'en rappelle, encore une fois, seulement avec personne sur les buts, puis moins de 2 prises au frappeur. Donc, ça, c'est de quoi aussi là, que je tiens à dire. Est-ce qu'on le fait, Oli, avec les situations qu'Ozoué disait, le coureur sur les buts, peu importe qu'il soit où? Est-ce que ça veut dire qu'avec le genou au sol, on va prioriser d'aller chercher la prise que de bloquer une balle puis que le gars avance de 90 pieds? Parce que ça me semble être le cas. Là. Ce que Ozoué disait, c'est que, je veux dire, on est un peu moins rapide. Donc, est-ce qu'on priorise la prise, d'aller chercher une prise, que de bloquer une balle puis faire avancer le gars?
Ben effectivement, je veux dire, c'est comme aussi à un moment donné dans le temps que les lanceurs se préoccupaient plus des coureurs sur les buts parce qu'ils voulaient se concentrer sur le lanceur, puis il y avait des vols de buts à pelleter par partie. On veut aller chercher la prise à quel prix? Je veux dire, Josué parle souvent des statistiques avancées. Je veux dire, statistiques avancées, pour moi, ça peut être bon comme ça peut être mauvais parce que là, on vient de dénaturer un peu le rôle du receveur parce que un gars au deuxième but, avec un mort, moins, ben, en fait, moins de 2 morts, s'il avance au 3, le lancer d'après, tu as un ballon sacrifice. Fait que pour moi, je veux empêcher un point plus qu'une prise. Je veux dire, mon lanceur, j'ai assez confiance en lui qu'il va être capable de lancer des prises autrement. Mais faire avancer un gars de 90 pieds, c'est beaucoup. Puis là, depuis ce qu'on parle, depuis tantôt, on parle des joueurs à la TV, là, des joueurs des majeurs. Mais c'est parce qu'on voit les jeunes de nos jours qui mettent le genou au sol. Puis honnêtement, j'ai jamais vu autant de balles passer sur les lancers hauts parce que les jeunes ne se rendent même pas à la balle tellement qu'ils sont écrasés à terre. Puis à TV, je veux dire, il y a une raison pourquoi ces joueurs-là sont à TV, parce que c'est sûrement les meilleurs des meilleurs receveurs, c'est des receveurs athlétiques qui ont certaines habiletés physiques que d'autres n'ont pas. Quand je vois des jeunes de 10, 11, 12 ans, de genoux au sol, est-ce qu'on est en train d'améliorer leur habileté physique en faisant ça? T'sais, je veux dire, il faut qu'ils pratiquent leur habileté, puis il faut qu'ils soient bons. Puis je comprends qu'il y a des. Je le vois parce que je suis encore entraîneur avec l'équipe de mon garçon, mais les parents me disent ouais, mais les chances qu'ils jouent dans les majeurs. Ouais, mais je veux dire, si la mentalité de je me développerai pas à 100% parce que les chances jouent à TV, ben je pense pas qu'on le fait de la bonne façon. Effectivement. Tu as parlé de vol de but. Ose jouer la frustration, je vais dire la frustration, mais justement, là, un lanceur qui est très lent parce qu'il se concentre uniquement sur ses lancers, alors que toi, ben, ton rôle de receveur, c'est que tu veux, bon, essayer de couper le gars au deuxième, au troisième, peu importe la tentative de vol. Est-ce que, quel est le degré de frustration quand le gars est lent et est-ce qu'on essaie d'inciter un lanceur justement avec un peu plus rapide, donne-moi, aide-moi un peu. C'est quoi la synergie qui se passe entre receveur et lanceur au niveau là, de la vitesse d'exécution? Là. Je parle pas des lancers, là, mais au niveau de la vitesse d'exécution. Ben, c'est certain que moi, ce que je faisais, et je le fais encore, c'est j'essaie de lui faire comprendre à quel point que j'y parle même pas de moi, je dis même pas que c'est frustrant pour moi, j'essaie de lui démontrer à quel point c'est frustrant pour lui. Dans le sens que un coureur au premier but comparé avec un coureur au deux, là, avec un coureur au premier but, tu as besoin d'au moins deux coups sûrs pour que le coureur entre. Deux simples. Ou un double vraiment là, loin, puis le coureur, il faut qu'il soit vite. Alors, même pas de retrait ou un retrait, lorsqu'un coureur prend le deuxième but facilement, ben, c'est pas juste pour l'équipe, mais ta moyenne de points mérités va augmenter au moins de 0,5 ou de 1 sur une saison complète. C'est important pour lui de savoir que, regarde, tu t'aides pas en faisant ça, surtout lorsque tu le sais que tu as un coureur qui est capable de voler le deuxième but. Parce qu'on s'entend que si on a un, je sais pas moi, un joueur très lent au premier but, un David Ortiz qui court au premier but, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de lui faire autant attention. Mais alors qu'on a un premier, deuxième, septième, huitième, neuvième frappeur, c'est important pour lui sur une saison de 160 matchs, tu sais, de 25-30 starts. Ben écoute, tu vas peut-être en donner 10-12 points de plus et ça va te coûter à la fin de l'année. Donc, c'est certain que c'est frustrant, mais moi, j'essaie de toujours de l'amener lui en premier et lui montrer à quel point que ça peut l'aider. Tu peux aller chercher un double jeu si tu gardes le coureur au premier but. Donc, lorsqu'on a un gars là, qui a vraiment pas une bonne qui n'est pas vite lorsqu'il va au marbre, ben j'essaie de lui dire, regarde, change un petit peu tes pauses. De temps en temps, step off, donc sors de la plaque. Des fois, vas-y vite, des fois, vas-y lentement. J'essaie juste de lui faire comprendre qu'il faut qu'il change un petit peu son momentum pour qu'il puisse s'aider et en même temps, là, par défaut, ben, il va venir m'aider comme receveur. Toi, Ali, est-ce que c'est toi un peu qui, comme Ozoué vient de mentionner, d'aller voir un lanceur, dire là, faut que tu varies tes pauses, on est en train de voler sur toi. C'est-tu le rôle du receveur, ça? Okay. Oui, ben comme disait Josué, je ramenais pas ça à moi. Tu sais, je veux dire, j'expliquais aux lanceurs un peu c'est quoi les conséquences exactement que si les coureurs avancent de 90 pieds à chaque fois. Puis l'important, c'était comme de varier ses pauses, puis s'assurer que justement de garder le coureur le plus proche du but. Parce que nous autres, en théorie, les catcheurs, on peut faire
ce qu'on peut. On dit tout le temps, si on fait un relais à peu près aux alentours de 2 secondes au deuxième but, notre travail est fait. Mais effectivement, quand il y a 7-8 vols de but dans un match, puis on en retire 0, c'est sûr c'est plate. On a la tête dans notre masque, puis on a l'impression que tout le monde nous regarde, puis qu'on n'est pas capable de retirer personne. Mais puis aussi le feeling de retirer quelqu'un, c'est vraiment intéressant. Mais on essaie de ramener ça au concept d'équipe, qui dit écoute, ensemble, toi puis moi, on va essayer de trouver une façon de garder le coureur le plus loin du marbre possible. Comme ça, on va accorder moins de points. Puis en bout de ligne, à la fin de l'année, ta moyenne de points mérités va être plus basse. Olivier, la préparation d'un receveur et d'un lanceur. Bon, comment ça fonctionne? C'est quoi la synergie? Comment on se prépare avant un match? Est-ce que c'est avant une série? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un receveur avant un match? Mais avant chaque partie ou avant chaque série, je dirais plutôt, il y a tout le temps une réunion entre les lanceurs partants, les lanceurs de relève et les receveurs pour savoir à peu près comment on va attaquer l'équipe adverse. Après ça, c'est à chaque partie, on adapte notre plan. T'sais, comme je disais, moi, je suis un receveur qui aimait ça, faire tout l'échauffement avec le lanceur avant une partie. Dans certaines équipes, le receveur partant allait attraper les 10 derniers lancers du lanceur partant dans l'enclos d'exercice. Mais moi, j'aimais ça pour savoir justement comment se sent le lanceur aujourd'hui. Est-ce qu'il est en contrôle de sa rapide? Est-ce qu'il est en contrôle de sa courbe, sa glissante, son changement de vitesse? Puis à partir de là, à partir de, mettons, de ses forces d'aujourd'hui, on va se faire un plan pour attaquer les frappeurs adverses. Mais encore là, on n'est jamais 100%, là, parce que des fois, le frappeur, pour une raison quelconque, cette journée-là, voit bien le changement de vitesse, mais voit moins bien la rapide. Puis, on doit s'adapter justement sur le fait. Là, sa présence au bâton, on le voit après 2 élans, OK, on va changer de plan d'attaque. Parce que, comme je dis, moi, je suis pas un grand fan des statistiques avancées. Je suis vraiment plus un gars de feeling. Puis justement, on doit toujours s'adapter. Un lanceur, un sauveur travaillent ensemble. Puis notre but à nous autres, c'est d'accorder le moins de coups sûrs possible ou qu'il y ait le moins de coureurs possible qui se rendent sur des sentiers. Fait que ça, c'est notre travail. Donc, j'aime ça savoir justement les forces et les faiblesses de mon lanceur aujourd'hui et des frappeurs. Mais encore là, on le sait, la science est inexacte parce que si on savait tout comment faire, ben les frappeurs frapperaient tout sang, puis il n'y aurait pas de circuit, puis le jeu serait vraiment plate. Fait que, moi, c'est comme ça que j'approche chaque partie avec le lanceur partant. Bon, au jouer, ça m'amène à ma prochaine question. Admettons que toi, tu sens qu'il n'y a pas la zip sur la balle rapide habituelle, ton lanceur. Tu as l'impression que les frappeurs sont sur sa balle rapide. Donc, alors, le plan de match change rapidement. Comment on communique ça? Parce que là, tu peux pas constamment aller au monticule pour y dire ça. Comment on essaie de communiquer là, que là, finalement, notre plan était d'attaquer ce gars-là sur des balles rapides, par exemple, mais là, finalement, il va falloir se fier plus à sa balle à effet. La communication se passe comment dans ce temps-là? Ben écoute, premièrement, tu pries le bon Dieu pour que tu te sortes la manche le plus rapidement possible parce que tu viens de le dire très bien, Marc, on peut pas se permettre d'aller voir le lanceur après chaque frappeur pour lui dire, écoute, aujourd'hui, là, tu sais, à 95% du temps, ta balle rapide, elle est super bonne. Ben là, aujourd'hui, je sais pas si tu t'en rends compte, mais moi, oui. Je le vois que il y a moins de zip, il y a moins de rotation, ta balle, tu la contrôles un peu moins. C'est lorsque tu t'en vas après une manche sur le banc, tu essaies de lui faire comprendre, en restant positif, à quel point sa balle courbe ou sa balle glissante ou son changement de vitesse est incroyable, même s'il l'est pas. Mais tu essaies de, justement, son quatrième ou son troisième pire lancé cette journée-là, ben, tu t'en vas lui dire, écoute, elle marche moins bien, peut-être on va l'utiliser dans des comptes où est-ce que il y a pas où est-ce qu'il y a personne sur les buts, où est-ce qu'il y a personne sur le troisième but. Donc, dans des situations peut-être personne sur les buts, où est-ce que tu as les devants et tu veux peut-être le ramener pour qu'il y ait un petit peu plus de confiance envers cette lancée-là. Mais sinon, tu essaies de lui dire complètement à quel point que ses autres lancers sont bons, puis qu'avec ça, on va s'en sortir. Parce qu'on s'entend, puis Oli, tu le sais très bien, le but du receveur, c'est de dire à quel point que le lanceur est beau, puis est bon, puis est gentil, puis à quel point ça va bien aller cette journée-là, même si on le sait que bon, aujourd'hui, sa rapide et sa glissante ne sont peut-être pas à point, et de le convaincre. Et lorsqu'on voit que ça fonctionne, mais lui, il va prendre confiance aussi parce que on s'entend que le but est que il sorte de la manche sans donner de points.
Puis après ça, on s'arrange pour la manche d'après, puis de la manche d'après. Tu sais, on peut pas commencer à penser, bon, on est en première, il faut l'amener jusqu'en cinquième. Non, 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 il faut l'amener en première manche, il faut l'en sortir, il faut l'amener en deuxième, puis le sortir de là. Donc, c'est vraiment un travail, oui, de voir que le lancer fonctionne ou non, mais c'est un travail aussi mental, où est-ce qu'il faut que tu sois capable vraiment, comme receveur, de l'amener, puis qu'il se sente bien, puis qu'il soit à son meilleur. Oli, est-ce qu'un instructeur de lanceur peut venir te voir après 4 manches, 5 manches, puis est-ce qu'il peut aller voir le receveur pour dire est-ce que tu sens qu'il peut nous en donner un autre ou il va aller voir directement le lanceur pour lui demander? Est-ce qu'il y a une connexion entre l'instructeur des lanceurs et le receveur à ce niveau-là? Oui, mais des fois, l'instructeur des lanceurs va le demander aux deux, puis c'est un caucus à 3. Mais effectivement, des fois, le coach des lanceurs va venir nous voir et va dire coudonc, il dit, de notre angle, là, il n'y a plus de jus. Là. Toi, qu'est-ce que tu vois avec les frappeurs? Là, tu peux dire, hey, leur changement de vitesse, ils ne le voient pas. Fait on va l'attaquer plus avec des changements de vitesse, cette manche-là, mais il est capable. Puis, des fois, on veut une manche de plus parce qu'on sait que notre relève, on appelle ça la relève à mince, il reste plus grand bras dans l'enclos. Fait qu'on a besoin de manche de plus. Mais oui, effectivement, le coach, l'entraîneur des lanceurs vient souvent nous voir pour savoir c'est quoi le feeling qu'on a avec le lanceur. Au Zoé, on valorise beaucoup avec les gars qui lancent, 95, on est rendu même, on peut dire plus que 97 000 à l'heure. On valorise beaucoup le retrait sur des prises. Est-ce que c'est quelque chose, que vous appréciez ou t'aimes mieux avoir des gars qui lancent, qui utilisent la défense? Et ma sous-question là-dessus, puis je la demanderai aussi à Oli, c'est être receveur d'un gars qui lance à 99-100 avec du 5, avec une balle rapide tombante, avec quelqu'un qui coupe la balle, est-ce que le niveau de difficulté est réel? Définitivement que le niveau de difficulté est réel parce que les gars qui lancent à cette vitesse-là, Marc, tu fais des matchs à la télé, la balle ne fait pas la même chose tout le temps. Ça lance tellement fort. Eux autres, ce qu'on leur demande, c'est, tu le vois à la télé, là, le petit carré, là, tout ce qu'on leur demande, c'est lance le plus fort que tu peux dans le carré. Tu vois, les receveurs, rarement, vont se placer dans les coins. On les laisse là, puis viens-t'en, amène ton meilleur, tes meilleurs lancers, puis lancer là-dedans. Comme receveur, ça devient difficile, surtout que lorsqu'il y a des balles qui coupent. Parce qu'on est moins habitué à voir ça. Tu sais, on est plus souvent habitué à avoir des balles qui vont aller du côté du bras, donc le gaucher vers la gauche, le droitier vers la droite. Donc oui, ça devient très difficile à recevoir les lancers de ces joueurs-là parce que c'est pas constant. Tu sais, j'en connais pas beaucoup de lanceurs là, qui lancent à 97, 99, qui sont capables de lancer à l'intérieur, à l'extérieur, en haut et en bas. Et pour revenir à l'autre question, comme receveur, c'est le fun d'avoir des lanceurs qui ont qui ont des retraits au bâton. C'est toujours cool, là, tu finis, tu lances la balle, tu tournes la balle. Mais d'un autre côté, moi, avec mes lanceurs partants, moi, j'ai envie qu'ils lancent toutes 9 manches. J'ai envie là, que ça lance 10, 15 lancers par manche, puis qu'ils s'en sortent, qu'ils reviennent sur le banc. Mais je serais ici à tous vous mentir pour vous dire que les lanceurs aiment ça, juste donner des roulants et s'en sortir. On n'en voit presque plus, là, tu sais, des Greg Maddox, des Tom Glavine, etc., là, Bumgarner, Zito. On n'en voit presque plus de ces lanceurs-là. Tu sais, on veut le rétro au bâton. Alors, c'est certain que, comme je dis, pour nos jeunes, moi, j'adore qu'ils lancent des prises, qu'ils mettent la balle en jeu, qu'on utilise la défensive. La game, elle va plus vite. Mais on le sait très bien que ce serait mentir là, de dire le contraire. Ali, moi, je me souviens, lorsque je jouais, c'était à une certaine époque, là, tu avais un gars dans le pitching staff qui lançait 95 plus, ou peut-être deux, là, mais là, certainement pas les 12 ou 13. Fait que c'est de plus en plus difficile de frapper. Je reviens un peu à ma question. Est-ce que tu penses que c'est de plus en plus difficile d'être un receveur dans le baseball moderne, compte tenu de tout ce qu'on vient de mentionner? Écoute, c'est effectivement challengeant, je dirais. Mais avant de parler là-dessus, je veux dire que j'ai eu la chance, j'ai été receveur de lanceurs qui lançaient 95 et plus, et j'ai été la chance d'être receveur avec des lanceurs qui étaient plus de précision. Là. On peut nommer un nom rapidement, Michel Laplante, que vous connaissez sûrement. Puis honnêtement, comme receveur, là, la partie est vraiment plus intéressante. Je veux dire, on se place au coin extérieur. Si tu mets ta mythe à quelque part, si elle n'est pas dans ta mythe, elle est un pouce à droite, un pouce à gauche,
Puis comme ça, tu as l'impression que tu peux jouer avec les frappeurs. On va y aller à l'extérieur, on va y aller à l'intérieur, après ça, on va y aller avec une balle glissante. Ça fait que la partie est beaucoup plus intéressante, puis le rythme de la partie est beaucoup plus vite. Après ça, on pognait des lanceurs de 95 et plus, mais on peut plus jouer ces coins, là, comme Joshua dit. À un moment donné, on se met dans le milieu, puis on espère, lance, puis là, des fois, elle est haute en dedans, basse à l'extérieur. Pourtant, c'est une rapide, là. Ils ont quasiment 4 pieds de différence entre le même lancer. Ça devient très difficile. Puis plus qu'ils lancent fort, plus que c'est difficile. Puis c'est là que ça m'amène aussi, on n'en a pas parlé encore, mais la nouvelle technique d'attraper la balle, tu sais, du gant par en bas qui monte. Moi, je vous le dis, dans le temps, là, le premier que j'ai attrapé à 102 000 à l'heure, ben avec cette technique-là, je pense que j'aurais eu la balle d'en face. Tu sais, on part d'en bas, on monte. Je veux dire, on demande aux jeunes d'attraper la balle comme dans un mouvement dans les airs. Puis tu viens de le dire, Marc, le monde vient à 97, 98 avec du mouvement. Puis encore là, EATV, c'est les meilleurs des meilleurs. Là, on demande à des jeunes de 10, 11, 12 ans d'attraper de la même façon. Moi, dans les 4 dernières années, j'ai vu 5 receveurs se casser le pouce. Parce que la balle vient vite, ils essaient d'attraper en mouvement au lieu de laisser la balle rentrer vers toi. Fait que, oui, ça devient difficile d'être receveur, mais je trouve qu'on complique la tâche aussi en essayant. Tu sais, je veux dire, c'est rendu que comme si toutes les lancers étaient à ceinture maintenant. On regarde à la TV, le receveur attrape la balle, il monte tout le temps à ceinture. Je veux dire, on est-tu en train de prendre l'arbitre pour un niaiseux puis dire, hey, ils sont tous à ceinture de lancer? Ça, c'est ça. Fait que oui, c'est plus dur d'être receveur parce que la balle vient plus vite. Puis la balle, comme disait Josué, elle coupe au lieu de descendre vers le côté du bras. Puis aussi, elle bouge à peu près à 1 ou 2 pieds du receveur. Ce qui est très dur de s'ajuster. Fait que, je veux dire, je trouve qu'on complique la tâche. Fait que je sais pas c'est qui le premier qui a dit, ouais, mais quand tu attrapes en remontant tout le temps, on a 3% de plus de prix, je sais pas c'est quoi, mais je trouve ça très difficile pour les jeunes receveurs d'imiter ceux à TV. Et c'est un peu ça que je disais tantôt, que je trouve que la position évolue dans la façon de cadrer des tirs. C'est un peu ce que tu mentionnes. Donc là, maintenant, on part vraiment là, pratiquement du sol, puis on va saisir la balle. Est-ce que ça veut dire aux Zoé que peut-être ce qu'on faisait à l'époque avec peut-être, je dirais pas le bras en extension, mais un petit peu plus en extension, où on ramenait la balle avec le poignet, est-ce que ça aurait été, est-ce que c'est mieux de même? C'est pour ça que l'évolution est pas toujours, pas toujours idéale, là, hein? Puis même, Marc, lorsque tu enseignes aux jeunes, moi, ce que j'enseigne aux jeunes, c'est, écoute, attrape la balle, puis où tu attrapes la balle, garde ton gant, là. Parce qu'il faut comprendre aussi une chose. Lorsque ton bras, t'es pas assez fort physiquement, surtout ton avant-bras et ton épaule, et tu essaies de bouger en plus de ça, tu vas encore plus bouger. Fait que tu vas attraper la balle, tu vas baisser, tu vas remonter. Nos jeunes ne sont pas prêts. Moi, je leur demande toujours d'attraper et rester là. Lorsque tu vas être rendu dans les mineurs, dans les majeurs, et tu veux devenir qui tu veux, et ça va fonctionner pour toi, tant mieux. Donc, pour moi, pour répondre à ta question, Marc, c'est tellement difficile déjà d'attraper une balle qui vient vite. Et là, en plus de ça, on te demande de l'attraper en bougeant en même temps avec la même angle. Parce que je vais vous le dire, là, c'est tout dépendant quel pitch tu calls ou que tu demandes, ben là, tu le sais, si tu demandes une balle qui fait comme ça, mais il faut que j'amène mon gant à la même vitesse, au même angle pour la ramener. Nos jeunes, déjà, nos lanceurs lancent partout et on veut leur montrer ça. Mon receveur qui n'attrape pas toutes les balles, qu'on doit leur demander ça aussi. Écoute, c'est vraiment beaucoup. Puis même, là, tu le sais, Marc, tu fais des matchs, là, tu vois des receveurs manquer des balles de temps en temps parce qu'ils veulent tellement amener ça vite et dans un seul mouvement. Puis la balle, des fois, elle vient vraiment bouger beaucoup. Et on donne un but ou c'est une balle parce qu'on l'a pas attrapé. Euh, pour moi, c'est quoi de vraiment difficile parce que tu dois dealer avec le fait que, bon, tu enseignes des jeunes et tu dois leur dire, écoutez, ce qu'ils font des majeurs, là, c'est beaucoup trop avancé pour toi, écoute-moi. Tu sais, Mm. c'est difficile de se battre un petit peu contre ça, alors qu'il y a d'autres choses qui sont super bonnes. Mais bon, encore une fois, pour moi, là, c'est pour ça c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de ça, parce que c'est tellement les informations là, et les opinions sont tellement différentes par rapport à ça. Mais moi, je l'amène toujours à nos jeunes à quel point c'est difficile pour eux d'amener tout ça.
Écoute, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que, tu sais, on se laisse influencer parce qu'on regarde à la télé parfois, là. Fait que c'est pas évident. Mais là, ce que j'entends, là, c'est que le genou à terre, c'est bon pour la carrière du receveur, mais c'est moins efficace dans les déplacements. Est-ce que c'est moins efficace aussi pour lorsqu'une tentative de vol? La nouvelle technique d'aller du bas vers le haut, c'est plus difficile. Donc, il faut vraiment séparer un jeune receveur qui joue, mettons, dans le baseball amateur, puis qui a encore 14, 15, 16 ans, d'un adulte qui est rendu à un niveau X. Là. C'est ce que je comprends, là, Oli. Ben, écoute, moi, là, avec l'expérience que j'ai maintenant, puis j'ai une machine pour retourner à 16 ans puis être receveur, je pense que je mets jamais le genou au sol. Coureur, pas coureur, c'est but. Je garderais ça, puis j'aurais pas la technique de monter le gant non plus, parce que je le sais à quel point c'est difficile. Le monde, je pense qu'ils comprennent pas que justement, être receveur, c'est difficile. Puis on reçoit des fausses balles, on reçoit la balle sur le pouce, c'est déjà compliqué. Fait que je mettrais ça le plus simple possible, puis je voudrais essayer de développer le plus d'habileté physique, justement, pour essayer de graver les échelons. Puis comme disait Josué, peut-être rendu dans les mineurs, si jamais j'ai la chance de me rendre dans les mineurs ou plus haut, puis ils décident que maintenant, on veut que nos receveurs attrapent de haut en bas, mais je vais tout mettre les chances de mon bord pour essayer de développer le receveur le plus athlétique possible. Puis nous autres, on avait un concours que je faisais dans le temps quand on avait des fois dans un camp d'entraînement, il y a 4-5 lanceurs qui lancent en même temps, puis il y a 4-5 catcheurs, receveurs qui reçoivent, puis on avait un objectif, c'est on n'échappe pas de balle. Aucune balle peut aller à la grille en arrière non plus. Si c'est une balle à l'effet, on la bloque. Même si on appelle ça une session de pratique, on bloquait la balle, puis on voulait aucune balle, on n'échappe aucune balle. Ça, c'était notre. Puis le perdant à la fin, ben, il nous payait une limonade après au Subway. T'as tellement raison, Ali. Lorsque j'étais avec les Red Sox, lorsque je faisais mes deux premiers camps d'entraînement, notre rover là, de catcher, notre entraîneur des mineurs des catchers, il comptait le nombre de balles qu'on échappait, puis à chaque semaine, on avait un gagnant. C'est lui qui en échappait le moins, puis c'était pas juste dans les pratiques, là, ça pouvait être dans les matchs, tout ce qu'il voulait, lui, c'est qu'on attrape toutes les balles. Il voulait qu'on attrape toutes les balles. Puis pour revenir à ta question aussi, Marc, là, se lancer sur les buts, là, tu sais, avec un genou au sol, là, si la balle n'est pas exactement en avant de toi, là, t'es pas bien placé. Parce que oui, les gars, ils mettent le genou, puis là, ils voient le gars partir, ils sont déjà placés, ils se retournent. Mais si la balle est un petit peu à gauche ou à droite, les gars, ils n'ont pas de jeu de pied parce que ton pied droit, il est déjà au sol. Tu peux pas aller un petit peu à gauche ou à droite, fait que tu es vraiment juste pogné avec il faut que mon lanceur me lance ma balle rapide ou sa courbe ou son changement de vitesse dans cette zone-là de ma poitrine. Boum. Si c'est un petit peu bas, un petit peu gauche ou à droite ou à terre, mais les gars vont essayer de la scooper puis lancer. Puis encore une fois, je le vois souvent. Bon, gars, il est safe parce que le receveur n'a pas reçu la balle. Puis on va se le dire, les gars, là, vous voyez du baseball là, mineur, là, combien de fois le lanceur va venir exactement lancer la balle où est-ce qu'on veut? En plus, lorsqu'il y a un vol de but, ça arrive vraiment pas souvent. Donc, tu sais, j'en vois de receveurs, puis ça aussi, là, je l'ai appris, Russell aussi, il le faisait, là, puis je l'ai appris de lui. Il se mettait avec les deux genoux en haut, puis si le coureur, il partait pas, mais il descendait un genou. Bon, pour attraper sa balle. Tu sais, il faisait un entre-deux. Tu sais, où est-ce que tu peux là, venir jouer un petit peu hybride, là? Où est-ce que tu commences avec tes genoux en haut? Un que j'aime bien aussi, c'est le receveur des Dodgers, là, Will Smith. Will Smith, il le fait très bien. Will Smith, il a les deux genoux en haut. Puis quand il voit que le gars part pas, il descend son genou gauche. Boum! Il vient attraper la balle. C'est sûr que sur une saison 162, là, ta hanche gauche, ça va manger un coup. Mais c'est déjà un petit peu moins. Mais ça, c'est de quoi, là, Théolie, là, tu l'as très bien dit, là. Le monde comprend pas à quel point on a mal lorsqu'une game elle a fini. Tu sais, même les meilleurs, là, même les Real Muto, Salvador Perez, tous ces gars-là vont te le dire après un match, là. Ils ont hâte, là, d'aller s'asseoir, puis d'aller rentrer dans le jacuzzi, puis le lendemain. Tu sais, c'est pas pour rien, là, qu'on voit les receveurs pas jouer le lendemain à 4 heures, là, tu sais, qu'on a une game à 7, puis ils jouent le lendemain à 4. Même si c'est un match qu'il faut gagner, on voit toujours le backup. C'est très, très difficile de catcher. Et là, en plus, avec les lanceurs qui lancent tellement encore plus fort, pour moi, là, c'est encore une fois, là, je sais qu'on est ici à parler de ça, mais pour moi, c'est un non-sens. Là, ça fait pas de sens de voir des choses comme ça à la télé, surtout dans des moments tellement difficiles, là, but rempli,
un gars au 3, point gagnant au 3, un gars qui lance très fort, un genou au sol, slider à Ah, terre. écoute, Non. tu sais, je veux dire, Ah. moi, j'étais pas receveur, je l'étais quand j'étais jeune, mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Puis là, quand je vois ça, je me dis, bon, ben, il me semble que tu sais, on maximise pas notre possibilité de gagner si jamais tu sais, il y a un mauvais lancer, là. Je vous pose une couple de questions à rafale, là, des réponses peut-être un peu plus courtes là-dessus. Oli, si je commence par toi, relation avec l'arbitre, c'est important ou non? Parce que bon, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Très important. Sur 10, je dirais 15. 15 sur 10. Je veux dire, tu peux avoir plein de. Tu sais, ça va t'apporter juste du positif. Même quand tu vas frapper après. Juste pour te dire, des fois, j'avais 2 prises, puis il y avait des lancers proches, puis l'arbitre me disait balle parce qu'on s'entendait, puis j'avais un lancer de plus. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas, mais j'avais des chances. Même j'avais un signal souvent avec mon entraîneur. Quand je tapais mon talon, ça veut dire que c'était une prise, puis l'arbitre avait dit balle. Fait que je voulais que le coach chiale, puis là, il disait t'es où ce pitch-là? Puis je dis à l'arbitre, hey, inquiète-toi pas, t'as une très bonne game, je vais lui dire que c'était vraiment une balle. C'était encore les balles, ce qui était balle. Puis là, on arrivait en haut des marches, puis là, je faisais semblant de parler à l'entraîneur, fait qu'il regardait l'arbitre, puis il faisait un pouce en disant parfait. Puis l'arbitre disait, tu as dit? Ben oui, je dis, aujourd'hui, je pense que c'est ta meilleure game que j'ai jamais vue. Puis je disais des affaires comme ça, puis il était en confiance. Puis quand le match est hors de portée en fin de match, il me disait tout le temps, hey, va un pouce ou deux à l'extérieur. Si tu l'attrapes bien, je vais accorder prise, personne ne va le savoir. Parce que dans la vraie vie, l'arbitre, receveur, frappeur, on est les trois qui le sait si elle est balle ou prise. Le lanceur, lui, pense toujours qu'elle est prise, parce que tous ses lancers sont prises. Mais les trois autres, on le sait vraiment elle est où. Puis ce que l'arbitre veut pas, c'est mal paraître. Fait que si ton gant il est bien placé, même s'il y a un pouce à l'extérieur, dans le monde des estrades le savent pas. Fait que s'il dit prise, personne chiale, tout le monde est content. Fait que ces affaires-là. Fait que la relation avec l'arbitre, vraiment important. Je dis à tous les receveurs, je demande son nom, puis t'es jamais fâché sur un lancer. Puis quand tu vas au bâton, je chiale pas non plus. Fait que comme ça, on va l'avoir de notre bord. Après le match, tu lui serres la main? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis quand tu le revois 2 semaines plus tard, tu sais que son nom, c'est Jim. Et tu fais Hey Jim, comment ça va? Puis si tu sais que je suis pas pour une raison ou quoi, il t'a parlé de ses enfants, tu lui demandes comment vont tes enfants? Puis là, tout le temps, t'es son ami, là. T'es vraiment son ami. Pour jouer, les hautes chandelles frappées au receveur derrière, est-ce qu'on aime ou on déteste? On déteste. On aime ça parce que quand on l'a, on est content. Mais on déteste, je vais te l'expliquer, là. C'est pas compliqué. Quand est-ce qu'on pratique des ballons au receveur, tu sais? C'est la chose qu'on pratique le moins. Là, je vais me gâter un peu. Là. Merci d'avoir le dôme. Je pense qu'on est on est Ben les oui. seuls à pouvoir. Nous, on le pratique au dôme. On se met en plein milieu. On est capable. Mais tu sais, c'est de quoi lorsqu'on va en Floride? C'est une des premières choses qu'on fait en sortant de l'autobus. Là. Je demande à 2 de mes 3 coachs, bon, qui est capable de frapper des ballons au receveur? Faites attention à votre dos. Puis tu sais, on les pratique pas plus, nous autres, les coachs, hein, à frapper ça. On déteste, c'est tellement pas facile. Il y a du soleil, t'es à genoux. Enlève mon casque, je l'enlève-tu pas? Y a-tu un coureur? Y a-tu quelqu'un? Mon troisième but, vas-tu me rentrer dedans ou pas? C'est vraiment pas le fun. Il faut que tu te retournes. La balle, elle vient d'un angle tellement bizarre. Donc, non, on n'aime pas. Par contre, quand on l'a, on est bien content. Allez, je te vois réagir. Ben, honnêtement, moi, j'adore ça. Je veux dire, j'ai eu la chance, honnêtement, de voir, je reparle encore de Michel Laplante, mais c'est lui qui frappe les ballons au catcheur les plus hauts. T'sais, il dépasse les lumières du stade. Puis on faisait une demi-heure à 45 minutes après la pratique, juste ça, parce que mon point, c'était si un lanceur fait un bon lancer pour que le gars frappe un ballon au receveur, j'ai pas le droit de l'échapper. Fait que je voulais tous les attraper. J'allais voir mon troisième but puis le premier but avant chaque game, puis je dis, s'il y a un ballon dans mon coin, tu viens pas. Je dis, reste à ton but, moi je vais les attraper, puis j'adore vraiment ça, mais je comprends totalement le point de Josué, ils sont vraiment durs, mais quand tu pratiques tout le temps, faut que ça devienne un ballon normal. On se tourne de bord, on devient comme un joueur d'avant-champ, on veut les attraper, mais moi, je pouvais les attraper honnêtement, là, 100, 150 par jour, j'adore ça.
J'adore ça. C'est Ouais. tellement le fun. Par contre, j'étais bien content quand mon troisième but ou mon premier but, il me disait, je l'ai, yes! Ah, non. Moi, il n'y avait pas le droit de venir. Moi, je suis allé voir, j'avais aidé l'Antigua des fois, puis d'autres joueurs, j'ai dit, vous venez pas. J'ai dit, si tu cours puis tu t'enfarges, on a besoin de ton bâton. Là. Fait qu'il reste dans ta position, je m'en occupe. OK, les gars, les coureurs au premier puis au troisième, les fameux first and third, c'est les receveurs qui arrivent, qui demandent un temps d'arrêt, qui donnent des signaux. C'est-tu quelque chose que vous appréciez? Est-ce qu'il y a un jeu plus qu'un autre? Parce que c'est souvent, bon, c'est sûr, au niveau des jeunes, c'est un peu plus confus, là, cette situation-là, mais c'est-tu quelque chose que vous appréciez faire, le rôle que vous jouez dans le first and third? Moi, j'adore absolument. Je pense que c'est un jeu le fun parce que c'est un jeu qui arrive pas nécessairement souvent. Je pense que c'est un jeu qu'il faut vraiment pratiquer beaucoup. Et je m'explique, les premiers buts sont jamais habitués. Ils savent pas nécessairement pourquoi je parle du premier but. Mais parce que des fois, nous, on va lancer aux deux, puis le coureur s'arrête, puis là, il y a une souricière. Euh, pour moi, le plus important à Marc, là, c'est de savoir c'est quoi la situation carrément, et de prendre juste un retrait et de décider dans ta tête, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'occupe du coureur au 3 ou du coureur au premier but? Rendu là, le reste pour moi, c'est tu l'enlèves parce que c'est trop compliqué. Donc, si mon coach il décide qu'on lance au 2, mais dans ma tête, pour moi, c'est on s'occupe du coureur au premier, même si le point il rentre, on prend le retrait, fini, on est content. Lorsque ça devient compliqué, c'est quand on fait un jeu de lecture. Donc, lorsqu'on lance au 2, puis là, mon arrêt-court, c'est lui ou mon deuxième but décide si on vient au marbre. Bon, est-ce qu'on lance? Est-ce que c'est le point égalisateur? Est-ce que c'est le point gagnant? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que pour moi, c'est une question de préparation, de savoir, bon, quel jeu qu'on a. Normalement, le coach va avoir un jeu direct au 2, direct au 3, on garde la balle, on s'occupe du go au 3, mais en lançant au 2. Et là, ça devient un petit peu plus difficile. Donc, c'est là que c'est le fun pour moi. C'est de la préparation. J'ai hâte, quand moi, comme receveur, j'ai hâte que ça l'arrive parce que je le sais qu'il va y avoir de l'action. Ça se peut qu'il y ait un jeu à moi. Fait que c'est certain, pour moi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de préparation pour nos jeunes parce que ça vient vite. C'est très, très vite lorsqu'il y a un gros premier but et au troisième but. Messieurs, on achève notre discussion qui est fort intéressante, mais j'aimerais vous demander, Oli, je commence par toi. Qu'est-ce que t'aimes le plus comme receveur, puis qu'est-ce que tu détestes le plus de cette position-là? Écoute, ce que j'aime le plus, honnêtement, c'est vraiment la relation avec le lanceur qu'on a. J'ai appris sur le tard à vraiment aimer ça, mais avec le lanceur, qu'on développe une bonne relation dans le sens qu'on est deux pour battre l'adversaire, on va dire, c'est vraiment le fun. Fait que j'aime tout de ça. Honnêtement, le jeu d'échecs qu'on pourrait dire entre lanceur, receveur, frappeur. Fait que c'est vraiment le fun. C'est une position, des fois on entendait tout le temps, comme je disais au début, que c'était le moins athlète qu'on mettait receveur. Moi, j'ai l'impression de dire que c'est le joueur le plus important parce que un lanceur, pour qu'il soit bon, faut que sa confiance soit à 100%. Fait que là, nous, on est là pour le flatter du bon bord, pour s'assurer que sa confiance est bonne. Des fois, sa courbe est vraiment pas bonne. On dit, wow, ta courbe est incroyable aujourd'hui. On va l'utiliser juste à 2 prises, par exemple, mais elle est vraiment incroyable. Fait que ça, j'aime tout cet aspect-là. Ce que j'aime moins du côté receveur, c'est les longues manches en défensive. Ça, c'est les bouts plates qui ont l'impression d'être une demi-heure derrière le marbre. Les fausses balles, tout ce qu'on peut recevoir qui font mal. Dans notre temps, les coureurs avaient le droit de nous rentrer dedans au marbre. Fait que quand il y avait un go au 2, puis il y avait un coup sûr entre le premier et le 2, puis là, tu pouvais pas regarder le coureur vraiment parce que tu regardes vers le champ droit. Puis là, t'avais checké avant qu'il parte que le gars était 6 et 4, 2,35. Tu dis, ouais, là, je pense que ça va cogner au marbre. Fait que ces affaires-là. Mais honnêtement, peut-être je dirais aussi ce que j'aime pas, je pourrais dire aussi les opérations au genou qu'on a par la suite. Mais si tu me demandes, est-ce que je retourne receveur, je recommence, oui. Honnêtement, je trouve pas qu'il y a une plus belle position que ça. Mon frère, lui, jouait à l'arrêt-court, j'ai vu, puis c'est vrai que c'est beau de voir des beaux jeux, des joueurs athlétiques, des affaires de même, des troisième buts que la balle vient vraiment vite, un jeu de plus de réflexe. Mais j'ai l'impression que receveur, on est impliqué dans tout. Puis c'est vraiment le fun. Puis comme je dis, on a une relation privilégiée avec le lanceur. On étudie les frappeurs. On essaie d'être l'ami de l'arbitre. Toutes ces affaires-là fait que je recommencerai demain matin à être receveur. Moi, c'est de loin, comme Ali dit, de contrôler le match, carrément. Moi, c'est ça que j'adore le plus.
Écoute, j'ai été un joueur d'arrêt-court toute ma vie et dans ma tête, je me disais, hey, il me semble que je lancerais une 2 ici. Puis là, je voyais le catcher fastball là-dedans. Oh non, pow! Fait que là, je me suis dit, il me semble que j'aurais collé ça. Et finalement, écoute, j'ai eu la chance d'être receveur vraiment sur le tard dans ma carrière, à 19 ans. C'est de quoi que je conseillerais à tous les jeunes d'essayer. Puis même si ça fonctionne pas, mais ils vont se rappeler à quel point c'est difficile, puis peut-être qu'on va avoir un peu plus de respect aussi envers le receveur, parce que c'est pas facile. Ce que j'aime moins, c'est de loin les fausses balles sur le masque. Écoute, là, ça fait, même si ça fait pas mal, ça fait mal. Ça, bip, t'as des bruits dans les oreilles, les fausses balles dans les cuisses, là, tu sais, qui font juste, là, puis oh, ça brûle, vraiment. Et de loin, les longues manches, pas des longues manches qu'on se fait frapper, des longues manches avec des buts sur balle. Parce que tu sais, tu te sens impuissant, tu essaies de tout mettre, là, rapide, curveball, change-up, en dedans, à l'extérieur, en haut, en bas. Tu vas voir le lanceur, tu vas voir l'arbitre, tu vas voir ton coach, puis il n'y a rien qui fonctionne. C'est ça que j'aime le moins. Et puis, tu sais, on s'entend, là, les lanceurs font pas exprès de lancer des balles, là, hein. Tu sais, fait que t'essayes. Fait que c'est de loin de la chose que j'aime le moins. En tout cas, moi, j'étais receveur jusqu'à l'âge de 18 ans, puis heureusement, il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, prends donc un gant de voltigeur, puis va-t'en donc courir dans le champ. Je sais à quel point c'est difficile, pas à votre niveau, mais en tout cas, moi, j'ai été béni de m'en aller. Parce que tu vois le jeu, puis au Zoé, t'es bien placé, là, t'étais aussi joueur de réco, mais tu vois le jeu à l'envers de tout le monde en défense. Fait que ça, tu sais, c'est pour moi, en tout cas, je me souviens quand j'ai passé de receveur à aller jouer de l'autre côté, t'as pas la même vue du tout. Du jeu. Messieurs, dernière question, parce que là, on sait que les reprises, pas les reprises vidéo, mais bien la zone de prise électronique s'en vient. De plus en plus, qui va être adapté, évidemment, je parle du baseball majeur, c'est déjà instauré dans le baseball au niveau 3A et 2A et tout ça. Si on y va avec la façon dont ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on va avoir deux possibilités, deux demandes, si vous voulez, là. Est-ce que ça doit être le receveur qui va faire la demande éventuellement ou c'est le lanceur? Écoute, je pense que le mieux placé pour faire la demande, c'est le receveur. Je veux dire, on l'a tout fait. J'imagine que Josué l'a déjà fait aussi. On joue un match, soit intra-équipe ou n'importe quoi, qu'il n'y a pas d'arbitre, puis que c'est le receveur qui doit faire l'arbitre. Puis là, tu te mets au coin extérieur, puis tu vois que la balle est 1 pouce ou 1,5 pouce à l'extérieur. Là, tu la vois, puis tu te dis prise ou balle. C'est le frappeur veut que ça soit balle, le lanceur veut que ça soit prise. Fait que, on les voit vraiment. Fait que, moi, je pense que si le receveur, c'est lui qui fait l'appel, il se trompera pas souvent. Là. Vraiment pas souvent. Après ça, si tu me posais d'autres questions, est-ce que je suis pour ou contre la zone de prise électronique, ben, moi, je serais plus du côté non que du côté oui. OK, c'est bon. Ozoué, t'es-tu pour ou contre? Ben écoute, moi, ça serait le receveur aussi. On a tellement un feeling, une meilleure vue. Par contre, moi, je suis pour la zone et je veux m'expliquer. Moi, je suis pour la zone seulement une fois par manche, que ça soit en offensive ou en défensive. Puis si tu l'as, ben tu peux la garder. Et je m'explique parce que, encore une fois, j'ai écouté beaucoup de matchs cette année. Puis moi, là, il n'y a rien qui me fait plus mal que but rempli, deux retraits, deux balles de prise, fastball à l'extérieur, qui est à peu près ça. Strike three. Ah, je suis comme, il me semble que j'aurais laissé le frappeur avoir, puis tu sais, qu'il essaye, qu'il touche le casque, puis 3 secondes plus tard, balle. OK, je l'ai encore, et boum, on continue. Ou le contraire est aussi vrai, 3 balles de prise, lanceur lance une balle direct dans le coin, balle, quatrième balle, le match, il devient Bascule. égalité. Fait que, tu sais, pour un lancer, moi, le une balle, une prise, qui colle balle ou qui colle prise, ça, j'aimerais le garder, que l'arbitre soit là, puis que, tu sais, mais moi, c'est vraiment sur des moments qui peuvent changer le match et qu'à la fin de l'année, ben, tu fais pas les séries parce que tu as perdu un ou deux matchs comme ça, que l'arbitre t'a enlevé. Tu sais, si on a maintenant la technologie pour faire ça, ben, utilisons-la lorsque ça compte vraiment beaucoup. Et non, tu sais, n'importe quand, là, tu sais, laisser ça. Tous les frappeurs ont le droit, tous les receveurs ont le droit. Moi, je suis pas d'accord. Par contre, quand ça compte vraiment, pour moi, ça serait. Puis, tu sais, c'est vite, là. Puis, j'irais même un peu plus loin, Marc, là. Je mettrais aussi les check swings. Parce que ça fait aucun sens, les Ben, check ça swings. s'en vient aussi, hein, ça s'en Tu vient aussi. sais, mettre de quoi sur noir et blanc.
Est-ce que quand tu passes ton barrel de quelque part, bon, prise ou balle, that's it, là. Mais pour moi, ça serait pareil. Donc, oui, je laisserai le receveur, oui, je laisserai le frappeur aussi, mais pour moi, ça serait une ou deux fois par match. Si tu l'as, tu la gardes. Si tu l'as pas, ben tu l'as plus, puis tout bad. Oli, tu changes pas d'opinion? Pas encore, parce que je veux dire, je trouve que ben, je comprends tous les points de tout le monde, mais c'est juste que ça va être rendu qu'un frappeur va avoir 3 gars ses buts, une balle, aucune prise, balle glissante à l'extérieur, l'arbitre. Tu sais, l'arbitre call prise ou balle, ça change ton compte. Là. À 1-1 ou 2-0, ben à 2-0, tu peux te camper sur une rapide. Fait que tu dis fait que, je sais pas, je trouve qu'on va loin là-dedans. Je veux dire, à un moment donné, on est tous des humains là-dedans, puis il va arriver ce qui va arriver, mais ce qu'on remarque, c'est tout le temps le sensationnalisme, c'est un mot difficile à dire, mais tu sais, qu'on le voit sur la 3e prise. Ah, il y avait 3 gars 6 buts. Mais il y a plein d'autres lancers qui ont été manqués, puis on n'a jamais rien dit. Puis le frappeur, des fois, le premier lancé, c'est une balle, l'arbitre 10 prises, puis le lancer d'après, il frappe un double pareil, puis on n'entend plus parler. Fait que c'est juste ça. Mais je comprends pourquoi le monde le veut, mais moi, le moins de robots possible. J'aime ça que ce soit des humains qui jouent. On est tous des humains, on fait tout notre possible. Moi, je suis plus comme ça. Ouais, écoute, messieurs, merci beaucoup. Josué Pellé, extraordinaire avec ton expérience. Olivier, c'est vraiment le fun de vous entendre parler là-dessus. J'espère qu'on a décortiqué un peu cette position de receveur sur le genou au sol, de cadrer des tirs, ce qui se passe un peu dans la tête du receveur. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup. Merci à Martin Villeneuve à la réalisation et on se dit à la prochaine. Un gros merci. À la prochaine. Merci, Marc. Merci.